Ce soir, je vous propose de vous rendre à Saint-Lunaire. Saint-Lunaire, c'est une petite ville en face de Saint-Malo, le grand port de Bretagne. Et là, à Saint-Lunaire, vit le commandant Gautier. C'est le président des Caporniers. C'est une association qui regroupe tous ces marins qui ont connu la grande marine à voile, la marine à voile du commerce, et avec ces bateaux fantastiques de 150 mètres de long, avec 4500 mètres carrés de voile, ils passaient contre vents et marées le Cap Horn. Car en ce temps-là, il ne s'agissait pas de compétition sportive. Il s'agissait de passer hiver comme été le Cap Horn d'Atlantique en Pacifique, c'est-à-dire dans le sens le plus dur. Le commandant Gautier va nous raconter toutes ces aventures, tout ce qui se passait à bord de ces bateaux. Vous allez revivre l'époque de la marine à voile. Voici notre témoin, le commandant Gautier. Je suis le commandant Gautier, ancien capitaine au cours Capornier. Mon grand-père, qui lui-même était capitaine au cours Capornier, est mort en mer en 1856. Mon père, qui était également capitaine au cours Capornier, est mort en 99, j'avais l'âge de 4 ans, 5 ans, 95 ans. Mes deux frères également ont choisi cette carrière qui est celle de beaucoup de Bretons. Depuis 25 ans, le sort m'a fait revenir à Saint-Malo, qui est mon pays presque natal. J'anime l'association internationale des capitaines en cours Caporniers. Commandant, donc votre grand-père était capitaine au cours Capornier, votre père était capitaine au cours Capornier. Est-ce à cette profession qu'on vous destinait? C'est-à-dire que ma mère, qui avait déjà son mari et 2 fils sur l'eau, quand j'ai atteint l'âge de 10 ans, ne tenait pas du tout à ce que je fasse un marin. Elle a essayé de m'en dissuader. Mais, depuis que mon père était mort, j'avais dans l'idée de le remplacer comme capitaine et de faire le capot. En plus, 1904-1905, sur la côte ici, a été marqué par des événements qui ont eu une portée considérable sur ma vocation. Le 19 novembre 1904, vers 10h30 du soir, j'habitais sur une hauteur, 1 kilomètre d'ici de ma maison actuelle, où je me suis retiré. Un visiteur sortait de ma maison, présentant de cochon. Une tempête qu'on vient d'ailleurs de vivre pendant 3 ou 4 jours ici à Saint-Lunaire. Des grains de neige formidables, une tempête de neige épouvantable. Et quand le visiteur a ouvert la porte, j'ai entendu un beuglement de sirène. Tous, nous avons été impressionnés par cette sirène qui venait du large. Mais enfin, comme nous étions près d'entrer du port de Saint-Malo, nous n'avons pas attaché beaucoup d'importance à ce coup de sirène. Le lendemain, sur les plages ici, nous avons trouvé 80 cadavres, 80 quelques cadavres. Le paquebot Hilda, qui venait de Southampton à Saint-Malo, s'était perdu ici, à 2 kilomètres de ma maison. Dès le matin, nous étions tous affolés sur la côte, à regarder l'épave, dans laquelle une dizaine de Bretons marchands d'oignons étaient restés accrochés toute la nuit. Ce n'est que le lendemain matin qu'un navire sortant de Saint-Malo, qui s'appelait l'Ada, qui partait à Southampton, a pu recueillir ces 8 ou 10 Bretons. Pour un gosse d'une dizaine d'années, ça fait travailler dur mon imagination. De plus, quelques années après, Charcot a mis en construction à Saint-Malo le pourquoi pas. Tous les mois, je passais devant le pourquoi pas qui était en construction. Évidemment, j'allais le voir, l'inspecter, je l'ai vu monter membrure par membrure. Et je l'ai vu lancer, j'ai vu le docteur Charcot, et je m'étais imaginé, un rêve de gosse un peu, que j'allais partir pour le pôle sud avec lui. Parce que le pôle sud, c'est encore dans le sud du Cap Horn. J'ai vu le bateau partir, et je dois dire que c'est cette année-là
que moi-même je suis parti comme mousse à la voile. Et les marins, par rapport à la mouche qui arrivait, est-ce qu'il y avait des brimades, est-ce qu'il y avait ce que l'on appellerait dans un collège du bizutage, enfin comment ça se passait? Le marin exigeait un gros respect du débutant, du mousse, et une considération. D'ailleurs, toute la marine à voile était basée sur le respect et la considération. Je dois dire que l'élément force, l'élément biceps et l'élément adresse pour travailler la voiture rentraient en ligne de compte. Mais évidemment, il y avait quelquefois un petit coup de pilote derrière ou une gifle. Mais je dois dire qu'en général, les marins ne touchaient jamais au mousse. D'ailleurs, tous les marins que j'ai rencontrés étaient tous d'une grande bonté, qu'on n'aurait pas soupçonné quand on les voyait dans les ports, en train de faire de la bonbonne, c'est rigolade, une bamboche. On n'aurait pas soupçonné la grande bonté des marins. À partir du moment où ils étaient à bord du navire, c'était d'autres hommes, d'autres personnages. C'est-à-dire, il fallait d'abord quitter la terre. Parce que malgré tout, on avait beau faire la chasse aux bouteilles, il y avait toujours quelques bouteilles. Hein. Quand le marin avait un petit coup dans le nez, enfin, c'était encore un peu embaucheur. Mais 24 heures après, d'ailleurs, le second bien souvent a fait la chasse des bouteilles, toutes les bouteilles étaient fichues à l'eau, on trouvait le vrai marin du long cours. Il n'y avait plus d'alcool à bord, c'est interdit. Plus d'alcool. Il y avait ce qui était donné par l'armement, c'est-à-dire le quart de pinard à chaque repas, et le bigorneau le matin, le bigorneau de tapia. 4 centilitres de tapia. Mais d'ailleurs, le quart de pinard, c'est sacré à bord du navire à voile. Bien sûr. Et le marin, 24 heures après être en mer, se retrouvait lui-même, on pouvait le faire monter dans la mâture, c'était réellement, il connaissait à fond son métier. C'est-à-dire, le matelot des voiliers du long cours était un spécialiste de cette navigation-là. Il ne pouvait pas d'ailleurs, sur les vapeurs, il ne tenait pas, parce que dans les ports, il faisait la bamboche, tandis que quand on partait pour 1 an, 2 ans, 3 ans en mer, on pouvait dire qu'on avait un type sérieux et tout à son boulot. Commandant, les distractions à bord de ces bateaux. Vous pensez, les traversées duraient 3 ou 4 mois, quelquefois sans voir la terre. Je prendrai par exemple la première traversée, nous sommes partis de Port Talbot, avec un chargement de charbon pour Iquique. Où c'est Iquique? Iquique, c'est sur la côte du Chili, dans le Pacifique Sud, oui. Par 20 degrés d'altitude sud, la tête sous le soleil quand il fait chaud d'ailleurs. Hein. Alors, au départ, il y a les gros vents au large de la Manche, mais on attrape les vents alizés. Les vents alizés qui nous emmènent jusqu'au poteau noir. Et un grand principe à bord des bateaux, c'est de faire travailler l'équipage, mais de les distraire également. Il faut éviter que le moral des hommes ne devienne mauvais. Alors, la pêche, dans l'hémisphère nord, dans la partie équatoriale, la pêche est un très bon dérivatif. Qu'est-ce que vous pêchez? Les premiers poissons que nous avons pris, un jour, c'était complètement calme autour du navire. Tout d'un coup, nous avons vu apparaître ce qu'on appelle un banc de dorades. Les dorades sont des poissons appelés ainsi parce qu'ils sont de toutes les couleurs. Le navire ne bougeait pas. Les dorades en banc faisaient le tour du port. C'était magnifique à voir. Alors, le maître d'équipage, qui était un bon fouineur, s'est emparé d'un appareil qu'on appelle la fouine, comme une fourche à peu près, avec des dents. Et alors, il s'est mis en bonne position, et quand le banc des dorades passait sous le banc de quart, il leur donnait, il les fouinait, et on a pris comme ça au moins une demi-douzaine. La dorade, ce sont des poissons qui font au moins 64 cm à 1 mètre de longueur, hein, qui pèsent de 5 à 15 kg. Alors, c'est un lapin qui n'est pas négligeable pour l'ordinaire de l'équipage. Car finalement, qu'est-ce que vous mangiez à bord quand vous n'aviez pas de poisson frais? On peut dire que nous mangions 100 jours de suite des paillots le soir. Le soir, soupe de paillot, ça c'est invariable. Quelquefois les pois cassés va passer les paillots, mais c'est à peu près invariable. 3 fois par semaine le midi du lard salé, 3 fois par semaine de l'endobage en boîte, et 1 fois le midi de la morue. Avec des pommes de terre, tant qu'il y en avait, mais les pommes de terre, ordinairement, au Cap-Horn, c'était fini. On mangeait du riz ou des paillots à la place des pommes de terre. À part la pêche, quelles étaient les autres distractions? Il y avait des jeux. Quels jeux? Le dimanche, surtout dans les alizés, où il n'y a pas besoin de travailler beaucoup à la mâture ni à la manœuvre du navire, l'équipage recevait un seau pas très plein d'eau, 1 fois par semaine. Avec ce seau, il fallait se laver. Vous savez, les marins étaient très propres, ils se lavaient à poil, tout le monde à poil sur le pont.
Et alors, les vêtements de la semaine, la chemise, le pantalon, quelquefois le pantalon bleu, c'est un pantalon en toile bleue. Et tout ça dans un demi-seau d'eau. Était mis sous le marin se levait à poil dessus, et se savonnait, parce qu'on fait l'eau de savon, c'était de l'eau douce. L'eau douce à bord des bateaux est sacrée, parce que l'eau de mer, dans l'eau de bois, quand vous voulez. Alors le marin se lavait, tout le monde aligné sur le pont, se lavait à poil, en faisant couler soigneusement l'eau de savon sur la chemise et le pantalon, et puis quelquefois le mouchoir de poche, puis les marins avaient le mouchoir de poche, ça c'est rare. C'était sous vos pieds. Sous les pieds. Alors, on piétinait un peu dessus, l'eau de savon était déjà à moitié lavé, parce qu'après être lavé à poil, dans le seau de 8 litres, il ne plus de 4 litres. Alors, on finissait de laver là, et bien souvent, on était obligé de rincer à l'eau salée. Alors, tout l'équipage mettait sur des lignes tendues, au vent, la lessive à sécher. Ensuite, alors, on travaillait quand même à nettoyer un peu le navire, mais à partir de midi, l'équipage, sauf la manœuvre du navire, était libre. Et ordinairement, les jeux commençaient le soir, quand le soleil s'enfonçait à l'horizon, vous savez. Quand on peut voir dans les calmes équatoriaux le rayon vert. Sur ces 4 mâts, il y avait une drome, c'est-à-dire un mât de rechange, qui était à peu près à 60 cm au-dessus du pont, qui permettait à une vingtaine de marins de s'asseoir, réellement en randonnant. Comme sur un banc, comme sur un banc, c'est ça le banc d'ailleurs. Oui. C'était le salon du bord quand il faisait beau temps. Et alors, la plupart des marins anciens, c'est-à-dire qui avaient l'air de 25 à 30 ans, le maître d'équipage, des fois 35 ans, nous demandaient qu'une chose, c'est de faire des jeux, mais des blagues aux jeunes également pour les déniaiser un peu, quoi. Je ne sais pas des brimades, mais enfin, c'était quand même des blagues. Un jour, je m'en souviens, ils ont procédé au jeu de l'amiral. Le jeu de l'amiral consiste en ceci. Le maître d'équipage, qui était de Saint-Briac, qui avait 35 ans, qui était un vieux, qui inspirait confiance à tous les jeunes, se met dessous, c'est-à-dire celui qui doit connaître les autres. Il se fait amarrer solidement les mains derrière le dos, très solidement, on lui met sur les yeux un bandeau fortement serré, il ne peut plus rien voir. Et alors tout l'équipage est aligné sur la drome, sur le banc, oui. Sur le banc, hein. Et alors, avec ses mots d'esprit, il peut les embrasser, il peut les sentir, il peut penser les mots d'esprit, il fait s'esclaffer les jeunes qui ne demandent qu'à rire. Et quand il en a reconnu un, alors il dit le nom, hein, Berthaud. Alors quand il a reconnu le jeune matelot, hein, alors le jeune matelot prend sa place, c'est-à-dire qu'on lui amarre les mains derrière le dos, on le bande très fortement les yeux, et alors lui est chargé de connaître l'équipage. Alors comme lui également veut faire de l'esprit, comme son maître d'équipage, alors il se précipite sur les gars qui sont assis, il les cherche avec le nez, mais à ce moment-là il se produit quelque chose d'extrêmement curieux. Au début, toutes les figures étaient alignées, mais à ce moment-là, les types présentent la partie opposée, beaucoup plus charnue d'ailleurs, aux investigations du jeune matelot qui cherche. Je m'en souviens du jeu dont je parle, là. Il était tombé sur le charpentier. Le charpentier était un gros brun, particulièrement joufflu, vous savez. Oui. Il avait de ses hémisphères qui ne demandaient rien à personne. Il tombe en arrêt dessus. Il trouve une bonne paire de joues, il commence à faire de l'esprit devant la paire de joues. Et alors, il cherche avec son nez, il trouve du poil bien entendu, il dit « Ah, t'es barbu, t'as de la barbe. Ah, bon Dieu, mais t'as mauvaise haleine, tu sens mauvais. » Ah, tout le monde, même l'officier qui était venu assister au jeu de la passerelle de Forêt-sur-Gaillard, tout le monde se tordait. Le jeune Berthaud, là, réellement épaté de l'effet qu'il faisait, il réussit avec son épaule, à faire tomber le bandeau. À ce moment-là, il se trouve dans le postérieur du charpentier. Tout l'équipage était de rire formidable. Alors, lui qui trouvait qu'il avait mauvaise haleine, le charpentier, il a réellement compris pourquoi. Il y avait d'autres jeux, il y avait les phases de la Lune, mais enfin, je vous fais grâce de tous ces jeux-là, parce que le navire pense à continuer vers le Cap Horn. L'Antoinette était un 4-mâts barque. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un 4-mâts barque? Un 4-mâts barque, c'est un navire qui évidemment comporte 4 mâts, comme son nom l'indique, mais les 3 premiers mâts comportent des voiles carrées. Et tandis que le mât de l'arrière, qui s'appelle le mât d'artimon, comporte des voiles auriques. Le 4-mâts Antoinette, comme tous les gros 4-mâts de la maison Borde, était un navire qui faisait hors tout 110 mètres de long. La mâture s'élevait à 2,50 mètres au-dessus du pont. La surface de voilure des 33 voiles qui pouvaient être mises dessus est de 4550 mètres carrés. C'était des bateaux qui marchaient à quelle allure? Qui pouvaient marcher.
J'ai vu dans les camps tropicaux, pendant une journée, ne pas faire l'envers du navire, mais j'ai vu au retour doubler le capot, on a une moyenne de 14 nœuds avec des pointes de 15 nœuds. Combien d'hommes à bord de ces bateaux? 34 hommes d'équipage. Alors, à ce moment-là, il y avait deux bordées de 10 hommes et d'un officier, 22 qui faisaient le quart. Il y avait le capitaine, les novices, le charpentier, le mécanicien, ils ne faisaient pas de quart, les cuisiniers, ils ne faisaient pas de quart. Commandant, quand vous parlez des vieux à bord de ces 80 barques, vous parlez d'hommes de 35 ans. Souvent dans l'imagerie populaire, dans les films, on voit des hommes très âgés à bord des navires, à bord des voiliers. Il semblerait que ce soit inexact et que les équipages de voiliers soient composés d'hommes jeunes finalement. Le métier que nous faisions sur les caporniers était très dur. Il n'y avait pas que la conduite du bateau, vous allez voir tout à l'heure, il y avait le déchargement dans les ports. Et la plupart des hommes d'équipage, certains commençaient d'ailleurs à 13 ans la navigation. À 35 ans, ils étaient déjà fatigués de la voile. Mais il y en avait beaucoup qui portaient la barbe, toute la barbe. Il était très poilu à ce moment-là, comme vous voyez d'ailleurs sur les cigarettes anglaises, les marins portaient la barbe, paraissaient vieux.